pourquoi le choix de cette thématique? C'est pour plus aujourd'hui sensibiliser et attirer l'attention de cette nouvelle génération qui sort de l'université, de ces jeunes cadres qui sont en entreprise, pour qu'ils puissent se réveiller et ne pas commettre des fois les mêmes erreurs que souvent nos parents qui n'avaient pas la possibilité de savoir ça à temps. Parce qu'ils ne se rendent compte de ces choses que quand ils sont au crépuscule de leur vie. Quand vous partez par exemple à la Caisse nationale de sécurité sociale où on paye les pensionnaires, c'est là on comprend que franchement, en réalité, cette sécurité à l'emploi qu'on recherchait tant n'existait pas en fait. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi cette thématique, partager ces choses avec ces téléspectateurs afin qu'ils comprennent à partir de maintenant comment je dois déjà commencer à me préparer pour éviter qu'un jour, je ne sois plus là et ma femme soit obligée de diminuer l'âge des enfants pour continuer à percevoir la pension. C'est maintenant qu'il faut le travailler et même des fois, certains artistes même se retrouvent là-dedans. Nos footballeurs se retrouvent là-dedans parce qu'après, des fois, on dit qu'on manque quelquefois d'éducation financière. Mais aujourd'hui, on va partager ce que c'est que cette éducation financière. On n'a pas assez de temps, mais on a énormément de très bonnes choses à partager et ça peut attirer l'attention des téléspectateurs pour pouvoir approfondir et en fin de compte, ne pas se retrouver dans ces situations un jour dans leur vie. On est tout à toi, coach. Donc, on t'écoute. Pourquoi la sécurité à l'emploi, c'est un mythe? Parce qu'on a tendance à nous dire parce que je sais combien je gagne à la fin de chaque mois, là, c'est sûr, c'est une sécurité. Tandis qu'il y a un très grand investisseur qui est reconnu comme étant le meilleur investisseur de tous les temps, qu'on appelle Warren Buffett. Il dit que tant que vous connaissez combien vous gagnez à la fin du mois, c'est que vous êtes pauvre. Quand vous savez déjà ce que vous pouvez gagner comme salaire, ce que vous gagnez à la fin du mois, c'est que vous êtes pauvre. Il dit pourquoi? Il dit parce que le salaire, il est fixe. Et l'homme, en fonction des revenus que tu gagnes, tes problèmes sont proportionnels aux revenus que tu gagnes. Entièrement d'accord. Parce que quand tu as 3 millions de francs guinéens, tu as tendance à vivre le style de vie de 3 millions. Quelqu'un qui perçoit 10 millions ne va pas vivre le même style de vie que quelqu'un qui a 3 millions parce qu'il va commencer déjà à faire changer son enfant de l'école, etc. Et les charges augmentent de sorte que s'il n'y a pas une autre source de revenus, on finit par se retrouver au bout du mur vis-à-vis des dépenses. Ouais. Alors, comment mieux le percevoir? Il y a un livre que je conseille vivement à ces téléspectateurs qu'on appelle le Cash Flow Quadrant. Le Cash Flow Quadrant. C'est un livre qui est écrit par Robert Kiyosaki, un investisseur dans l'immobilier et autres. Il a même coécrit, je crois, 2 livres avec Donald Trump sur les finances et l'argent. D'accord. Et donc, ce livre, je le recommande vivement à ces téléspectateurs de le lire. Et dans ce livre, il nous parle de ce cash flow quadrant. Il dit, de toutes les façons qui existent pour se faire de l'argent, on peut les catégoriser en 4 manières. La première façon de gagner de l'argent, on gagne de l'argent parce qu'on est employé. Ou on gagne de l'argent parce qu'on est travailleur indépendant. Ou on gagne de l'argent parce qu'on est entrepreneur. Ou encore on gagne de l'argent parce qu'on est investisseur. De toutes les formes de gagner de l'argent qui existent, on peut les catégoriser sur ces 4 formes. Et maintenant, on va aller rapidement parler de qui est l'employé, c'est qui le travailleur indépendant, c'est qui l'entrepreneur et c'est qui l'investisseur. L'employé, c'est qui? L'employé, c'est quelqu'un qui loue, qui vend ses compétences contre de l'argent. C'est cela, l'employé. Voilà, il s'agit du cash flow quadrant de Robert Kiyosaki et qui ressort, vous voyez sur le cash flow quadrant, il nous parle d'employé, travailleur indépendant, entrepreneur et investisseur. Ils sont efficaces, hein, la régie? Ah oui, ils sont très efficaces. Ouais, okay. Donc, employé, donc je disais, l'employé, c'est quelqu'un qui loue ses compétences contre de l'argent. D'accord. Et l'employé, son mot-clé, c'est la sécurité. Même quand tu lui parles d'opportunités de business, il est trop accroché à cette notion de sécurité parce qu'encore une fois, il sait combien il va gagner à la fin du mois. Prenons des exemples beaucoup plus pratiques. S'il existait véritablement de la sécurité à l'emploi, est-ce qu'à un moment donné, les travailleurs de Sotelgui allaient se retrouver, par exemple, dans ce dans quoi ils sont en train de se retrouver aujourd'hui? On n'appelle pas ça la sécurité. N'est-ce pas? On a vu à un moment donné, les travailleurs de Rio Tinto, ça allait, ils avaient des bons postes, ils étaient bien rémunérés, ils étaient beaucoup bien placés. Mais après, ces gens-là, aujourd'hui, pour la plupart, ils ont tous quitté, pour la plupart. Et maintenant, est-ce qu'on peut appeler ça comme étant sécurité en réalité? La sécurité à l'emploi, ça n'existe pas.
Parce qu'on se dit, oui, je travaille, je fais des cotisations et quand je finis, en fin de compte, j'ai une pension que je vais percevoir. Mais la pension, c'est quoi? C'est à peu près le tiers de ce que tu reçois comme salaire. Ouais. Et des fois, au fur et à mesure que les enfants grandissent, ils atteignent 18 ans et tout, on diminue ce que tu dois percevoir. Une fois, on est allé faire une formation à la Caisse nationale de sécurité sociale où j'ai vu une dame qui y était, qui cherchait à réduire l'âge de ses enfants pour continuer à percevoir cette pension, pour ne pas perdre ça. Est-ce qu'on peut dire qu'on aurait traversé 40 ans de vie et de travail pour faire vivre ça à sa famille? Non. Et l'employé, il a un deuxième mot-clé. Le deuxième mot-clé de l'employé, c'est le temps. Il n'a jamais le temps. À chaque fois que tu veux lui proposer quelque chose, tu vas lui parler, non, je suis très occupé, je n'ai pas le temps. Et on dit souvent que le temps est synonyme d'argent. Bien sûr. Tu n'as pas de temps, tu n'as pas d'argent, on doit se poser la question de savoir concrètement ton temps, il t'aurait servi à quoi? En réalité, l'employé, c'est quelqu'un qui court, mais qui n'avance pas. Et donc, qu'est-ce qu'il faut à partir du moment où l'employé commence à se rendre compte que l'argent, ce que je gagne à la fin du mois, à peine même 2 semaines du mois prochain, j'ai fini de manger le salaire que j'ai perçu. Et si je ne fais pas attention, je risque de manger le salaire du mois prochain en allant voir peut-être le boutiquier du quartier, Mamadou, donne-moi ça, donne-moi ça. Et finalement, tu as fini de manger ton salaire du mois prochain pendant que tu es dans ce mois-là. Et quand l'employé commence à se rendre compte de ça, il se dit, il faut que je trouve des sources de revenus. Je suis crédible à la banque, on me fait des prêts, il va prendre de l'argent, il va investir dans un business, mais comme il n'a pas le temps, il va mettre quelqu'un à sa place et il va vouloir se convertir en travailleur indépendant. Ouais. C'est qui le travailleur indépendant? Le travailleur indépendant, c'est quelqu'un qui loue, à la différence du salarié, de l'employé qui loue ses compétences contre de l'argent. Le travailleur indépendant, quant à lui, il loue son temps contre de l'argent. Mais à quel prix? Il gagne davantage, beaucoup plus d'argent que l'employé, mais il travaille beaucoup plus que ce dernier. Un travailleur indépendant, c'est par exemple ce consultant qui a son cabinet de consulting, c'est cet avocat qui a son cabinet, d'accord? C'est cet expert comptable qui a son cabinet d'expertise comptable. Alors, c'est des travailleurs indépendants. C'est ce couturier qui a son salon de couture, etc., etc. C'est des travailleurs indépendants. Mais en réalité, ces gens, des fois, au début, ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir recruter beaucoup de personnes et finalement, ils se retrouvent à tout faire. De sorte que le jour où ils sont malades, leur entreprise est malade. Le jour où ils voyagent, l'entreprise voyage. Et le jour où ils vont mourir, l'entreprise meurt avec eux en même temps. Parce que tout tourne autour de ça. Parce que tout tourne autour de ça. Alors pour aller vite, on doit par exemple retenir, pour faire simple, l'employé, c'est quelqu'un qui travaille pour un système. Le travailleur indépendant, le système, c'est lui. Okay. L'entrepreneur, quant à lui, il est propriétaire d'un système. Il met un système en place, le jour c'est bien bâti, là il peut se coucher sur l'oreiller et faire la belle vie, l'argent va couler à flot, même quand il dort, l'argent vient. Et on a la dernière catégorie qui est l'investisseur. Lui, c'est une partie du système qui l'appartient parce qu'il met un peu d'argent là-dedans. D'accord. Donc, je vais faire une petite métaphore, une petite anecdote pour amener les gens à plus réaliser ce que je suis en train de dire. Okay. C'est comme quand vous prenez cette salle et qu'on dise que c'est une mare de miel et que c'est un service libre. Chacun n'a qu'à venir prendre ce qu'il veut. Comment ces 4 catégories vont se comporter? L'employé, lui, quand il va arriver, il va venir avec un gobelet. Il va remplir le gobelet, on dit tu es libre de prendre ce qui te convient. L'employé, lui, prendra un gobelet, il va remplir et il va se tourner, il va partir. Lui, il est satisfait, il est OK. Tandis que le travailleur indépendant, lui, il va venir, il va mettre un seau ou une bassine qu'il va remplir. Lui, il est servi, il va partir. L'entrepreneur, il va venir avec une citerne, il va rentrer des tuyaux dedans, il va mettre et après, il va remplir sa citerne, il va partir. Yeah. Tandis que l'investisseur, lui, il mettra un tuyau qu'il va tirer jusque chez lui à la maison, il va raccorder un robinet et il va ouvrir le robinet et ça va continuer à couler. Là, ça vient de trouver à la maison. Ça vient à flot. Et pourquoi j'ai partagé ça avec vous? C'est pour vous amener à une conclusion. Il y a une étude qui ressort que 95% de la population active mondiale, ça passait tout à l'heure je crois, 95% de la population active mondiale, ce sont des employés et des travailleurs indépendants. D'accord. Et il se trouve que parmi ces 95% de la population active mondiale qui sont des travailleurs indépendants et qui sont des employés, il n'y a que 5% seulement parmi ces gens-là qui sont riches et qui sont financièrement indépendants. Les 90 autres pourcents, c'est la galère. Et les 5 autres pourcents de la population restante,
à 95%, sont ceux-là qui constituent les chefs d'entreprise et les investisseurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 5% de la population active mondiale restante, les 95% de ces 5% de la population active mondiale qui se retrouvent entrepreneurs et investisseurs sont riches et financièrement indépendants. Donc, quelque part, la bonne position, je ne suis pas en train de dire à travers mes propos qu'être employé, ce n'est pas bon, non. On peut bel et bien commencer sa vie là, mais terminer sa vie là, c'est là où c'est pas bien. Il y a Bill Gates qui dit que si on est pauvre, ce n'est pas de notre faute. Mais si on meurt pauvre, c'est qu'on a choisi de mourir pauvre. Parce qu'en réalité, on a cette faculté, on a l'intellect, on a ce qu'il faut pour être en mouvement afin de pouvoir avoir le minimum qu'il nous faut à notre échelle, de pouvoir vivre notre réussite. D'accord? Et donc, c'est ce qui est intéressant pour savoir et qu'il faudrait qu'on comprenne, pour terminer, que l'idéal dans la vie d'un homme, ce n'est pas de devenir riche en fait. L'idéal dans la vie d'un homme, quelque part, en termes financiers bien entendu, c'est d'acquérir ce qu'on appelle son indépendance financière. Et c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui à un moment donné a gagné beaucoup d'argent et à un autre moment, il n'a plus rien, il est dans la galère? Bien sûr. N'est-ce pas? Alors cette personne, elle était riche, mais elle n'était pas financièrement indépendante. La différence entre les deux, c'est que la richesse, ça s'évalue en biens, en patrimoine, en monnaie. J'ai tel compte en banque, j'ai tel patrimoine. C'est ça la richesse. Tandis que l'indépendance financière, ça se mesure en temps. Par exemple, aujourd'hui, pendant que vous travaillez, vous menez un style de vie, votre famille et vous, de 3 millions de francs guinéens. Le jour où vous cesserez de travailler, c'est-à-dire le jour où vous êtes à la retraite, vous ne travaillez plus, le nombre de mois ou d'années que vous continuerez à mettre votre famille et vous à maintenir ce même style de vie, c'est-à-dire à continuer à manger ces mêmes 3 millions de francs guinéens, on dit en ce moment-là que vous avez atteint ce nombre de mois ou d'années en termes d'indépendance financière. Pour faire très simple, à supposer aujourd'hui que vous ne travaillez plus, votre solde en banque, c'est 1000 francs guinéens. 1000 francs guinéens. Vous ne travaillez plus, votre solde en banque, 1000 francs guinéens. D'accord? Et il se trouve que chaque jour que Dieu fait, votre famille et vous, vous mangez 100 francs. À votre avis, vous pourrez vivre pendant combien de jours? Pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Alors on dit que vous avez une indépendance financière de 10 jours. Vous avez en un mot une sécurité financière, une liberté financière de 10 jours. Après les 10 jours, c'est la misère. Après les 10 jours, c'est la galère. C'est pourquoi en réalité, il ne s'agit pas de devenir riche. Il s'agit tout simplement d'acquérir cette indépendance financière. Mais dès lors qu'on est à nos premiers instants de notre vie professionnelle, il est important déjà de commencer à penser à ça. C'est ce que dit cet auteur dans ce livre qui est intitulé « L'homme le plus riche de Babylone ». Il dit dans ce livre que quel que soit le salaire que tu gagnes, qu'il faut accepter d'épargner et de mettre de côté 10% de ce que tu gagnes. Parce que Et cela, quel que soit le salaire. Et quel que soit le salaire. Parce qu'en réalité, ce que les 90% n'ont pas arrangé dans ta vie, ce n'est pas les 10% qui vont arranger dans ta vie. Ce que 10%, c'est-à-dire que tu as gagné 1 million de francs guinéens, c'est que 900 000 francs n'ont pas arrangé dans ta vie, ce n'est pas 100 000 qui vont arranger ça. Oui. Donc si tu veux manger 900 000, mais apprends à prendre ces 100 000 à mettre de côté. Donc apprendre à épargner. Ta richesse ne s'évalue pas à la capacité que tu as à gagner de l'argent, mais ta capacité à beaucoup plus épargner cette somme d'argent et savoir l'investir.